Bonjour et bienvenue sur ce 7e podcast de Gavroche Podcast. Aujourd'hui, on invite deux jeunes femmes pour qui, on va dire, l'image, notamment l'image de la femme, est importante pour leur métier, ou l'a été dans le passé. Donc, on va parler de sport, de féminité, de l'image de la femme, de l'image qu'elle doit avoir dans la société, et puis de l'accessibilité au sport pour ces jeunes femmes, à savoir quel type de sport, est-ce que c'est facile de faire du sport, comment est-ce qu'elles s'organisent au quotidien, quelle type de nutrition, et si elles avaient des conseils, on va dire beauté, fitness, à partager. Bonjour mesdemoiselles. Voilà, merci d'avoir accepté cette invitation pour ce 7e podcast. Donc après les coachs, les professionnels de la santé, on invite donc deux professionnels, on va dire, ou ex-professionnels, comme tu me le disais, du mannequinat, de la mode, de l'image. Et donc j'aurais aimé discuter avec vous un petit peu, c'est la place que représente le sport dans votre quotidien et comment est-ce que vous gérez justement les exigences du milieu de la mode et vos objectifs à vous et on va dire l'activité physique et sportive au quotidien pour un aspect, on va dire aussi santé. Et peut-être aussi loisirs. Voilà. Donc ce que je vous propose, c'est de vous présenter brièvement, et puis après, on déroulera les questions tout doucement. Qui a envie de commencer ? Bonjour, je m'appelle Amélie, j'ai 26 ans. Je travaille actuellement dans l'événementiel, donc je suis en agence. Et j'ai eu pas mal d'expériences pro dans le domaine de la mode. Et j'ai aussi fait du mannequinat en parallèle à mes études et en parallèle à mes expériences professionnelles depuis l'âge de 17 ans. D'accord. Puis si je me trompe pas, ça fait à peu près 3-4 mois que tu viens chez nous à Gavroche. Oui, ça fait depuis je dirais 4 mois que je suis chez Gavroche et que j'essaye de venir le plus possible vu que je travaille à côté. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé à essayer, on va dire, une salle comme la nôtre ? Moi, j'ai toujours été assez intriguée par le crossfit parce que j'aime bien les sports où il faut se dépasser. J'ai testé la boxe, j'ai testé le cross-training, les sports un peu où où c'est assez cardio mais où il faut aussi se dépasser. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas le crossfit. Il y avait une salle pile à côté de mon bureau, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Donc voilà, j'ai testé. J'ai testé. D'accord, et ça m'a plu. Très bien. Et donc toi, Solène ? Moi, donc du coup, c'est Solène. J'ai 31 ans et donc je suis actuellement manager dans une boutique de luxe et j'ai auparavant travaillé dans le mannequinat en parallèle de mes études. Ça remonte à maintenant une bonne quinzaine d'années presque. Et là, ça fait environ 5 ans que j'ai arrêté de faire du mannequinat, mais du coup, effectivement, l'image, elle reste quand même importante dans mon métier au quotidien. Et moi, ça fait quelques années maintenant qu'on s'est rencontrés. Ouais. Après, c'est une manière peu, je veux dire, tu venais, je revenais plus. Tu t'emménageais à côté, tu déménageais, tu revenais, ouais. Exactement. Donc là, c'est parce que j'ai réemménagé à côté de la salle récemment. Donc du coup, j'ai pu retourner à Gavroche. Parce que c'est vrai qu'on a dû se rencontrer en 2018. Et ça fait une bonne dizaine d'années que je fais du sport de manière régulière. D'accord. Donc la première question que j'ai envie de vous poser, c'est vous me dites que ça fait longtemps que vous faites du sport, c'est aujourd'hui, quelle est votre principale motivation pour faire du sport ? Est-ce que c'est justement pour, 1, vous défouler, 2, on va dire l'aspect esthétique, ou 3, vraiment vous dites non, mon objectif c'est de maintenir un niveau de santé le plus longtemps possible, ou 4, la réponse 4, c'est-à-dire les deux ensemble, les trois en même temps ? Moi, ma motivation actuelle n'est pas la même que quand j'étais plus jeune. Maintenant, je dirais que c'est plus mental. J'ai besoin de faire du sport. Tu m'enlèves le sport pendant 6 mois, je pense que je tombe en dépression. D'accord. J'ai vraiment besoin de faire ça. J'ai besoin d'avoir ma dose de sport dans la semaine. Je m'entraîne assez régulièrement et j'ai besoin de ça mentalement, moralement. Après, bien sûr, il y a le côté physique qui en découle et ça fait toujours plaisir de voir qu'on progresse. Mais ma motivation première, c'est vraiment le côté mental. Mais par contre, quand j'ai commencé le sport plus jeune, c'était plus physique. Je dis physique, pas se dépasser, mais plus pour l'aspect esthétique. Pour l'aspect en fait. esthétique. D'accord. Ouais. Dû au mannequinat, justement. Forcément, on est soumis on est un peu sous pression
à ce niveau-là. En tout cas, moi, on en a parlé un peu juste avant, mais c'est vrai que c'est un monde qui est assez nocif. Et quand on est une jeune femme de 17 ans, c'est compliqué de se construire dans ce milieu-là. Et surtout vis-à-vis de tous les jugements qu'on peut avoir sur le corps qu'on a. On n'est jamais trop mince pour les agences de mannequinat. Et donc, du coup, moi, c'est vrai que quand j'étais jeune, pour des raisons, par exemple, personnelles, il m'était arrivé de perdre beaucoup de poids. Donc, j'étais à un poids très, très... On va dire que j'étais assez maigre. Mais pour les agences, j'étais toujours trop grosse. Et donc, du coup, je pense que quand on a 17, 18 ans, c'est assez dur de se construire en ayant toutes ces critiques. Et donc, du coup, je me suis mise au début à faire du sport pour le côté esthétique, pour me renforcer. Et au final, ça a en découlé une prise de confiance. Ok, très bien. Ouais, donc je rebondis sur ce qu'elle dit. Et toi, Solène, en fait, qu'est-ce que tu pourrais dire sur justement l'image, on va dire, de la femme et aussi celle qu'ils essaient de véhiculer à travers, tu as parlé des agences, mais tu sais, où elle disait toujours, on va dire, plus mince, plus maigre, je sais pas, c'est... Oui, clairement, enfin, je pense que ça tend à changer là. Il y a des lois qui sont sorties justement où je crois que c'est des directives où en fait on n'a pas le droit d'embaucher des filles qui étaient en dessous qu'un certain point. Exactement, Je sais pas avec si elles un sont mises en IMC application. qui est en dessous de 16, je crois, quelque chose comme ça. Donc, mais effectivement, je pense que les mœurs tendent à changer aujourd'hui. On voit d'ailleurs de plus en plus de marques qui font des défilés avec des personnes rondes. Mais je pense que du temps où nous, on effectuait du mannequinat, c'est sûr que fallait être filiforme. Voilà, ne pas avoir... quelques formes qui permettent de grappiller quelques centimètres de tour de hanche, de tour de taille. Donc effectivement, on faisait un peu de sport, mais pas trop, pour pas développer, pour que ce soit vraiment juste galbé et pas trop développer le muscle. D'accord, mais après tu parlais justement de pas trop prendre de poids, que ce soit en graisse ou en muscle, mais donc j'imagine qu'il y avait aussi pas mal d'attention qui était portée à l'alimentation. J'ai toujours eu un regard un peu extérieur par rapport au mannequinat, c'est-à-dire que je savais que c'était pas mon gagne-pain, c'était en parallèle de mes études et je savais clairement, et c'est typiquement d'ailleurs par des actes comme ça que je savais que je ne voulais pas en faire mon métier à 100%, mais on voit des filles où il y a quand même parfois dans certains jobs un catering qui est mis en place, mais certaines filles le regardent uniquement et ne se servent pas par peur justement de prendre du poids ou autre et juste se contenter de grignoter au cours de la journée et ça va être leur repas journalier. Voilà. Après, moi je suis pas un spécialiste, on va dire, du mannequinat, du milieu de la mode. Mais c'est vrai que l'image que j'en ai, donc notamment dans les années 90, on cherchait essentiellement des femmes. Alors c'était un petit peu, il y avait les deux, parce qu'on avait des femmes du type comme Cindy Crawford, mais de l'autre côté on avait des filles comme Kate Moss, donc on avait des filles qui étaient un peu pulpeuses, et de l'autre côté on avait des filles qui étaient ultra filiformes, limite, je veux dire, anorexiques. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, en fait, ça évolue beaucoup parce qu'en fait, on arrive à définir plusieurs types de beauté. Il y a vraiment la fille, on va dire, sportive avec des muscles affirmés et assumés. Et puis, après, à un moment donné, il y avait toutes les problématiques qui étaient liées là, ce qu'ils appelaient le gap tight, là, où il fallait absolument, on va dire, que si on se tenait debout, il fallait que les cuisses se touchent pas. Et donc, c'était un signe de beauté et de Mais il y a eu plein féminité. Il y a eu plein de choses comme ça. Même l'histoire de la feuille A4 blanche où tu devais la mettre devant toi. Si tu dépassais, ça veut dire que tu étais trop grosse. D'accord. Enfin, c'est ridicule, on est bien d'accord. Mais je pense que ça, comme tu dis, ça tend à évoluer. Et il y a plein d'agences de mannequinat qui n'ont plus la même image, qui acceptent des filles petites, qui acceptent des filles un peu plus curvy, qui acceptent tout type de profil. Après, il ne faut pas se le cacher, les plus grosses agences de mannequinat n'ont pas changé. Et même s'il y a des règles, elles ne sont pas forcément respectées. Moi, j'ai déjà entendu, comme on en parlait aussi avant, comme t'es petite, parce que je suis petite, enfin je suis 1m70, pour le mannequinat c'est petit, comme t'es petite, il faut que tu sois maigrissime. Quand t'entends ce genre de phrase à 18 ans ou à 17 ans, moi je voulais pas faire mon métier comme toi, j'avais du recul, mais à 17 ans, comment tu te construis
avec ce genre de propos, c'est un peu compliqué. Et comme tu dis, d'un point de vue alimentation, dans le mannequinat aussi, c'est compliqué. Moi, j'ai essayé d'en faire un peu plus à plein temps, entre guillemets. J'étais partie à Londres pour faire ça. Je suis revenue au bout de 3 semaines, tellement j'étais un peu à bout. Et je voyais des filles, pour pas prendre de poids, qui mangeaient, avant de manger leur repas, qui prenaient des morceaux de coton. D'accord. Pour se gaver. C'est connu, ça. Ouais. Et tu te dis que c'est horrible d'en arriver là, c'est très malsain et après ça t'apporte plein de carences, etc. Enfin, c'est... Ah ouais, carrément, donc boule de coton pour éviter... Ouais, il y a plein de pratiques comme ça qui sont un peu connues dans le monde du mannequinat. Heureusement, j'ai pas eu affaire à ce genre de pratiques, mais où certaines personnes veulent vraiment faire ça de leur vie et ont cet objectif-là et quitte à mettre leur santé en péril, quoi. Après, j'ai aussi l'impression, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, moi, encore une fois, je prends ça pour argent comptant, mais maintenant, il y a de plus en plus de marques qui vous contactent en direct pour faire des séances photos, parce qu'avant, c'est vrai que pour monter une marque de vêtements, ou peu importe, le processus, il était vachement codifié. Maintenant, avec les réseaux sociaux, avec l'accès, justement... comme nous, maintenant, on est capable de faire des podcasts avec 3 téléphones de lumière qu'on a acheté sur Amazon. À l'avant, c'était plus compliqué. Donc, j'ai l'impression aussi que les agences ont peut-être un petit peu moins d'influence sur qui, quand et pourquoi. Il y a plus de direct booking, oui. Ouais. Les marques passent plus via Instagram. Et Instagram, maintenant, ça devient un book photo. Avant, on avait nos books papier où on allait voir les agences avec notre book et nos photos. Maintenant, c'est vrai qu'Insta, ça devient un book. Après, je pense que ça peut aussi avoir certaines limites parce que du coup, toutes les filles vont se mettre cette pression-là des réseaux sociaux et vont avoir tendance à mettre justement que des belles photos sur Instagram dans le but de se faire remarquer par ces agences-là. Et du coup, ça met une pression en fait à tout le monde. Le mannequinat est devenu du coup plus accessible à tous via Instagram et via les réseaux. Mais du coup, ça peut aussi avoir ses limites parce que du coup, en fait, il suffit plus d'être mannequin entre guillemets pour avoir tous ces complexes-là. Tout le monde les a à cause aussi des réseaux sociaux. Donc ça a du bon. Ça a du moins bon aussi. Ouais, mais ce que je voulais dire surtout, c'était ok, merci pour cette réponse. Mais en fait, moi, c'est ce que je voulais dire, c'est que peut-être que justement avec les réseaux sociaux, avec aussi, avant, c'est dans les années, on va dire 80, 90 et puis même 2000, le sport, il n'avait pas la même dimension. On voit tu parles d'Instagram, c'est vrai que le fitness prend de plus en plus de place. Et donc, du coup, on a besoin de mannequins fitness. Mais d'un autre côté aussi, les gens se sont rendus compte que aujourd'hui, l'important, c'est d'aller toucher les communautés. Alors qu'avant, j'ai l'impression que la mode, c'était quelque chose qui était ultra élitiste. Vous me parles de Fashion Week, mais c'est comme aujourd'hui, il y a des gens qui ont 2, 3, 4, 5 millions de followers sur Instagram. Limite, ils ont plus, on va dire, d'impact sur une communauté bien précise que des acteurs de l'époque. Donc, il y a aussi peut-être ça qui explique que les tendances, les physiques évoluent aussi parce qu'on essaie on va dire peut-être de plus de parler de manière directe et non pas à travers des filtres. Voilà. Oui. Donc. Oui. Oui, puis là, c'est-à-dire qu'il y a la plupart des personnes maintenant, des personnalités sur les réseaux sociaux sont à leur propre compte et ont monté leur entreprise en fait et du coup travaillent en direct avec les marques ou ont une agence d'influence. Mais c'est vrai que maintenant, il reste toujours les agences bien sûr de mode, mais c'est sûr que grâce aux réseaux sociaux, maintenant, les gens prennent un peu plus leur indépendance. Oui, et puis on voit de plus en plus de comptes fitness et de femmes justement qui se mettent au sport via les réseaux sociaux. Et ça, c'est vrai que ça fait plaisir à voir. On a vu par exemple, c'est bête, mais pendant le confinement, qu'il y en a de plus en plus. Par exemple, la Sissi Mua ou des exemples de comptes comme ça, Instagram, qui ont démocratisé à fond le sport. Aussi pour les femmes, justement, le fait de faire des lives, et ça a eu un énorme buzz, un énorme impact. Et c'est vrai qu'on voit de plus en plus de vidéos de femmes qui mettent leur routine sportive. Et je pense que ça donne envie aux jeunes femmes et aux femmes de s'y mettre grâce aux réseaux sociaux. Ouais, je sais pas, parce que aujourd'hui, les statistiques, quand je regarde les chiffres, et comme disait Churchill, je crois que les statistiques que j'ai moi-même falsifiées. Donc,
les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Mais a priori, il y a quand même 8 femmes sur 10 qui sorties du lycée font plus de sport en fait. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup de mal, en tout cas moi je m'en rends compte, on a quand même beaucoup de mal à les convaincre. Et en fait, il y a plein de freins à la pratique sportive, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de freins qui sont encore liés, à la perception qu'elles ont de leur corps. Et ce qui est assez marrant, c'est que si on les envoie sur une plage exotique à 3000 km de Paris, ça ne les dérange pas d'avoir quelques rondeurs dans leur maillot de bain sur la plage, mais de se retrouver en legging dans la selle du quartier, ça pose vraiment... c'est difficile, et surtout, c'est de se comparer, on va dire, en termes de conditions physiques avec d'autres personnes, quoi. Donc je ne sais pas si vous connaissez des gens qui ont autour de vous qui sont un petit peu comme ça, ou si vous l'avez été avant de vous mettre de manière un peu plus assidue au sport. Après, il y a salle de quartier. C'est vrai que ça peut arriver que, en fonction de la salle dans laquelle on puisse être, de clairement en fait ne pas oser aller en heure de pointe pour ne pas croiser un tel ou un tel et qu'on puisse faire notre sport tranquille de notre côté. Et ça, je pense que les gens sont de plus en plus à la recherche soit de salles qui sont 100% féminines ou soit de salles où ça va être très mixte. Et je pense qu'aujourd'hui, les personnes ont plus besoin d'être dans des salles uniquement de cours en fait, comme par exemple les salles de crossfit ou les salles de bootcamp ou les salles de pilates. Et je pense qu'aujourd'hui, les salles en libre accès, je vais pas dire que ça tend à disparaître, mais je pense qu'en tout cas pour le public féminin, c'est pas motivant. Donc du coup, je pense que pour les femmes, c'est plus important finalement de se retrouver en groupe et d'être entourée. Oui, ça amène une sorte de motivation, ça rassure. C'est des vibes qui sont plus, qui sont meilleures que quand tu travailles que sur toi-même et tu as l'impression que tout le monde te regarde, alors qu'au final, non, les gens sont concentrés sur leur entraînement. Mais c'est vrai que quand tu es seule via ta machine et que tu sais, en tout cas quand tu commences, même moi, quand j'ai commencé à aller à la salle de sport, je me disais mais je vais être ridicule, je vais pas savoir comment on utilise telle ou telle machine, tout le monde va me regarder, je vais être toute seule dans mon délire, alors qu'au final tout le monde s'en fout. Mais on a vraiment cette honte d'aller à la salle de sport sans s'y connaître. Je pense que le mieux, de toute façon, c'est de demander à un coach de l'aide, parce qu'on a tous commencé, on a tous été au début nuls, mais je pense qu'il faut demander des conseils, c'est pour ça qu'il y a les coachs en salle de sport. Mais comme tu dis, je pense que maintenant, les cours collectifs sont beaucoup plus motivants, et en fait, on sent pas ce regard, parce on fait tous partir du même cours, et on sent pas du tout ce regard et cette honte, justement. Moi, c'est vrai que dans mon expérience, au cours de ma carrière, beaucoup de femmes, elles disaient un peu la même chose que vous, et notamment, même si elles avaient envie d'aller faire de la musculation avec des charges, aller se frotter aux haltères, ce genre de choses, le problème, c'est que quand elles descendaient là-bas, c'est comme une gazelle dans la savane, quoi. Et donc souvent, souvent, elles allaient soit au cours collectif, type, on va dire, l'aérobie, cuissable de fessier, oui. Elles faisaient du cardio avec leurs écouteurs, et puis elles faisaient tout pour ne pas être accessibles, et surtout, on va dire, essayer de décourager, on va dire, toutes les volontés à venir faire connaissance. Et donc, mais si jamais elles avaient le malheur de descendre dans l'arène de la musculation libre et la fosse oignon. La fosse oignon, c'est un peu ça. Cette impression, et en fait, il y en a qui le font, qui n'ont pas le problème. Bien sûr, mais heureusement. Mais moi, je sais qu'il y en a beaucoup qui avaient cette problématique-là. Et c'est vrai que venir s'entraîner dans un cours où va y avoir déjà une sorte de figure d'autorité qui est le coach, avec un cours cadré, que ça soit 100% féminin ou pas, déjà, ça risque de calmer les ardeurs de certains. Et puis, il y avait ça. Ça, c'est quelque chose que moi, j'avais remarqué énormément, quoi. Et donc, on les embêtait pas. Et puis après, il y avait aussi moi, j'en ai vu plein, des coachs qui étaient très, on va dire, beaucoup plus sympas avec certaines clientes qu'avec d'autres. Et à un moment donné, même le coach, moi, à chaque fois, je leur dis, tous ceux que j'ai formés, je leur ai dit, en fait, il faut éviter de faire ça, parce que sinon, on se décrédibilise. Ah bah oui, clairement. On se décrédibilise, et donc du coup après on passe pour pas pro, on est simplement là, c'est des espèces de coureurs de jupons, et donc du coup on n'a pas la confiance en fait de la personne. Si on n'a pas la confiance, elle nous écoutera pas, elle nous demandera pas conseil, et ainsi de suite, quoi. Et t'as pas du tout envie de ressentir ça en salle de sport, quoi.
déjà que dans la rue, dans la vie de tous les jours, ça peut être compliqué. Quand tu arrives dans la salle de sport et que tu viens faire ton sport, t'as pas envie de ça. Tu as juste envie de faire quelque chose qui te fait du bien, d'avoir ton moment à toi. Et c'est vrai que ça peut être handicapant, ce genre de remarques ou d'attitudes, ou de pas se sentir en confiance, en fait. Ouais, d'autant plus que dans certaines, on va dire, positions, on peut se sentir en vulnérabilité, ouais. quoi. Sur un squat, sur un soulevé de terre, sur certains exercices. Complètement. Et ce qui est dommage dans les salles de sport, c'est justement un peu le coin des mecs où il y a les squats, le coin muscu, pour les bras, ouais. etc. Et pourtant, en tant que femme, moi, je sais que quand je commençais la salle de sport, maintenant, j'ai aucun problème à y aller, mais quand je commençais, vraiment, pour moi, c'était la zone interdite, quoi. Je me disais, mais j'ai pas envie, genre, limite, j'ai peur d'y aller, quoi. Donc, il y a vraiment la partie femme et la partie homme. Et c'est vrai que c'est dommage. Et c'est qu'à partir du moment où on prend confiance en soi, où on devient plus à l'aise, que maintenant, j'ai pas de problème pour y aller, mais ça prend du temps, je trouve. Et c'est... Ouais, mais à tel point, par exemple, c'est le 3e podcast qu'on avait fait. Donc, on avait Martin, qui est coach ici chez nous au Girl, qui expliquait qu'il avait beaucoup de mal, au départ, à convaincre les femmes à faire justement ces exercices-là, comme le squat, le soulevé de terre, les pompes, les tirages, que ce soit, on va dire, des tractions ou bien des tirages horizontaux, des choses comme ça. Mais qu'au final, très rapidement, les filles se rendraient compte, on va dire, des bénéfices de ce type d'exercice, même pour le corps féminin, quoi. C'est-à-dire que, contrairement à ce que beaucoup pensent, on va pas tripler de volume parce qu'on a fait 3 squats, quoi, et 2 pompes. Non, c'est clair. C'est clair. Si on charge pas non plus comme des malades, il n'y a pas de risque et ça va juste rester dessiné. Et puis il faut y aller, je pense, pour vraiment prendre en muscle, comme on peut voir chez certaines sur les réseaux ou autres. Là, je pense que c'est des personnes qui doivent prendre des protes en plus, qui font tous les jours... En plus que des protéines. Oui. C'est protéines plus, hein. Oui. Sans doute. Mais voilà, c'est des personnes qui doivent s'entraîner tous les jours, qui en font leur métier. Enfin, de là à tripler de volume, il y a... Enfin, je veux dire, nous, ça fait plus de 10 ans. Clair. Après, je pense que c'est des préjugés que tu as quand tu connais pas la pratique sportive et que tu vas te dire si je mets tel poids, je vais avoir des grosses cuisses, je vais avoir des gros bras, etc. Un peu comme les hommes quand ils poussent, etc. C'est un peu des clichés qu'on a, alors qu'au final, le corps des femmes reste quand même plus fin de base. Et donc, du coup, ça prend plus de temps. Et comme tu dis, les personnes qui sont vraiment très, 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 très musclées, c'est un entraînement de fou, c'est un travail acharné quand même. On n'en est pas là. Et moi qui suis fine des bras, etc., à Gavroche, je travaille plutôt le haut du corps dans toutes mes séances. Les tractions, les pompes, etc., c'est mon gros point faible. Mais pour autant, je le travaille toutes les semaines et j'ai pas triplé de volume. J'ai juste pris de la force parce que maintenant, je peux faire une pompe sur les pieds et j'en suis très contente. Mais j'ai pas du tout... je me suis juste tonifiée, mais ouais, j'ai pas pris de volume. Ça fait plaisir d'entendre ça parce que c'est vrai que c'est une peur que beaucoup de femmes ont. Justement, c'est comment leur corps va évoluer avec la pratique du sport. Et moi, souvent, en fait, j'aime bien un petit peu les titiller, mais c'est plus pour les faire réfléchir à la question. C'est donc si on fait des pompes et qu'on travaille le haut du corps, le haut du corps, il va tripler de volume, mais si je fais des squats, il va s'affiner. C'est un peu paradoxal, quoi. Ouais. Voilà, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La seule chose, c'est que c'est vrai qu'en tant que femme, effectivement, vous avez moins de muscles sur le haut du corps, c'est comme ça. Et deuxième chose, c'est vrai que quand vous allez stocker de la masse grasse, en général, c'est au niveau des hanches. Et donc, du coup, c'est vrai que la vision, c'est oui, mais moi, ce que je veux, c'est perdre de la graisse au niveau des hanches, mais je veux surtout pas prendre sur le haut du corps. Et donc, du coup, ça a façonné, on va dire, un de ces mythes du fitness qui est qu'il faut pas trop travailler le haut du corps, que ceci, que cela. Malheureusement, pour la plupart des femmes, c'est hormonal, quoi. Vous avez à peu près 10 fois moins de testostérone qu'un homme. Après, on peut avoir des femmes qui en ont plus et des hommes qui en ont moins, ce qui fait que c'est pour ça que des fois, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir des femmes qui sont très très musclées naturellement, mais c'est pas la majorité. Et puis après, souvent sur les réseaux, c'est des femmes qui ont un petit peu abusé des hormones, on va dire, masculines et qui fait qu'elles
qu'elles ont des muscles aussi saillants et puis des taux de masse grasse aussi faibles, quoi. Après, je sais qu'il y en a, ils vont dire oui, mais tant qu'on n'est pas sûr, oui. Au bout d'un moment, hein, quand on a l'habitude de regarder, on va dire, des gens s'entraîner, quand on a l'habitude de voir des personnes manger, s'entraîner, ceci, bon, il y en a pour certains, on va dire qu'il y a énormément de doutes. Voilà. Et donc, je voulais vous poser une autre question, c'est quel est votre type de routine ? Parce qu'on a parlé de sport, mais vous n'avez pas dit un petit peu, est-ce que vous en faites une fois par semaine, 2 fois ? Moi, je sais que là, tu m'as dit que tu viens de faire le semi de Paris. Oui. Voilà. À l'instant. Voilà, ce matin. J'essaye. Non, alors c'est des petits challenges, ça, que je vais me donner de temps en temps. Je vais en moyenne faire 2 semi-marathons dans l'année et un marathon. Et peut-être un 10 km. Mais je ne vais pas après courir de moi-même parce que je m'ennuie dans un entraînement toute seule, courir. Donc je le fais que dans le cadre de courses. Mais c'est vrai que c'est des petits challenges que j'aime bien me lancer. Et après, moi, je vais essayer en fonction de mon planning à peu près 3 séances par semaine et je vais alterner, je vais faire un peu de pilates, je vais faire un peu de crossfit, je vais faire un peu de bootcamp, mais en aucun cas ça va être du sport où je vais être toute seule et voilà, j'alterne un peu ces 3-là pour des questions soit de résultats, soit aussi on travaille différemment, c'est toute une homogénéité en fait et que ce soit les 3 ambiances, j'aime beaucoup. J'ai l'impression aussi que ça te permet de voir 3 types de personnalités différentes, d'avoir utiliser des ambiances, de voir plus de monde. Et puis, il n'y a pas la même population en fonction des salles de sport. Je le vois tout de suite dans ma salle de pilates. Alors moi, j'y vais juste parce que j'aime, c'est un travail en profondeur des muscles et j'aime bien le résultat que ça peut donner. Mais clairement, c'est beaucoup de miroirs, c'est une salle qui est très instagrammable et on voit qu'il y a beaucoup de filles qui font que ça et qui pensent qu'elles vont avoir des résultats en faisant que ça. Mais c'est pour ça que moi, j'aime bien après en parallèle faire et CrossFit et Bootcamp où là, dans les 2 salles, que ce soit à Gavroche ou même à l'autre salle à laquelle je suis, on a à peu près la même clientèle. Ça va être des gens qui cherchent à se dépasser, ça va être des gens qui, en plus de leur travail, ont besoin de se vider la tête et qui ont envie de se mettre clairement dans le rouge pendant les entraînements. Et je pense que c'est ce qu'on recherche tous. Ouais. Après, ceux qui commencent à me connaître un peu savent que moi, je suis pas un grand fan de la course à pied. Je l'ai longuement expliqué pourquoi lors du podcast avec Laïla, la chirurgien, et Pierre, le kiné. Voilà. Et puis après, c'est vrai que dans tous les sports type pilates et compagnie, non plus, je suis pas un grand fan, sauf pour les débutants, c'est intéressant, mais c'est vrai que ce qui fait la grosse différence, en fait, c'est le travail avec charge. Dès que les gens commencent à soulever, on va dire, des charges lourdes, moyennes, lourdes, ça va dépendre. Hein. Ce qui est lourd pour vous, va peut-être pas l'être pour quelqu'un d'autre et inversement. Mais c'est vrai que c'est là où on va commencer à avoir des vraies évolutions, de la vraie progression. Donc effectivement, tu disais les femmes qui font que du pilate, à un moment donné, ça va être limité, quoi, parce qu'en fait tu travailles que avec ton poids de corps, même si on va te mettre des positions plus difficiles et tout ça, ça va être compliqué, quoi. Et vous, mademoiselle ? Moi, je m'entraîne, on va dire 4 à 5 fois par semaine, de plus ou moins intensément. J'essaie d'aller 1 fois au CrossFit, même, je vais 1 fois par semaine. Après, je fais 2 cours de body pump et on va dire un cours un peu plus cardio. Soit je cours, soit un cours de bootcamp ou... Voilà, j'aime bien j'aime bien mélanger le cardio et le renfo. Je trouve que c'est un bon combo. Donc j'essaye d'avoir cette routine-là. Et pareil, j'aime bien me fixer des objectifs. Par exemple, là cet été, j'ai pour objectif de faire le GR20. J'aime bien me fixer des objectifs qui font que je vais me dépasser, comme toi par exemple avec le semi ou avec le marathon. Voilà. D'accord. Et au niveau de l'alimentation, est-ce que vous faites attention ou pas plus que ça, mais vous respectez certains principes ? Donc moi, pour l'alimentation, je vais quand même faire attention parce que clairement, j'ai plus 20 ans et
en stock à partir de 30 ans quand même, mais je sais me faire plaisir et en termes de fréquence, s'il faut pendant 5 jours ou même pendant les vacances que je fasse des extras en termes de nourriture le temps de 2 semaines, je le fais parce que justement je sais que je fais du sport à côté et que je peux me le permettre. Ah, mais quand tu dis plaisir et extra, c'est des notions qui sont un peu vagues. Tu peux nous donner des exemples? Genre c'est une tartiflette ou c'est genre, tu vois, genre je prends une tarte aux pommes, quoi. Une petite non, tarte. en général, c'est... qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être voilà, des raclettes, ça peut être des tablettes de chocolat quand on regarde Netflix l'après-midi, ça peut être... voilà, je suis très dessert, donc non, c'est quelque chose où je ne vais pas être regardante. Mais c'est une fois par semaine, 2 fois par semaine, tous les jours. C'est vraiment, tu vois... Parce qu'en fait... Sur la nutrition, en fait, la nutrition et notamment, on va dire, la perte de poids, parce que c'est une des principales raisons pour lesquelles les personnes viennent nous voir. C'est j'ai des questions et j'ai des discussions en permanence. Et donc l'idée, là, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que vous me dites que vous faites entre 3, 4, 5 fois par semaine du sport. La plupart des gens me disent, ouais, mais si je fais 1 ou 2 fois, c'est déjà pas mal. Je fais, ouais, c'est bien, mais fondamentalement, tous ceux qui ont des vrais résultats, c'est quand ils commencent à s'entraîner 3, 4, 5 fois. Alors je dis pas qu'il faut faire comme les professionnels 2 fois par jour, 6 jours sur 7. Mais c'est vrai que pour moi, pour des gens qui ont un métier, qui ont des responsabilités sociales, professionnelles, la vérité est quelque part entre 3 et 5 par semaine. Voilà. Et après, au niveau de la nutrition, ok, il faut se faire plaisir. Mais encore une fois, se faire plaisir, c'est quoi ? C'est ça, en fait, et beaucoup de personnes, quand on commence à discuter, c'est on se fait plaisir, en fait. Tous les jours. Ils vont dire, non, mais de temps en temps. Puis quand on commence à gratter, c'est tous les jours. Puis quand on rentre, c'est quasiment à chaque repas. Tu vois, c'est ça la question, en fait. C'est plutôt, est-ce que c'est vraiment, tu vas dire de temps en temps, par exemple, tu dis tu regardes Netflix, mais j'imagine que tu n'es pas tous les jours devant Netflix. Non. Donc ça va être, tu vois, c'est ça en fait. Mais en moyenne, ça va être 1 fois par semaine. Ouais, je pense, voilà. Donc c'est. Après, il y a des excès où, par exemple, même un verre d'alcool, parce que ça aussi, ça fait partie des comment dire, un peu des fléaux, mine de rien. Les personnes qui régulièrement boivent de l'alcool, ça se voit. Et même ça, je veux dire, je vais être à 1 verre dans le mois. Enfin, c'est quelque chose où je fais attention aussi. Oui, donc voilà, donc en gros, je sais me faire plaisir. C'est en gros, on est sur du 1 à 2 fois par semaine sur du chocolat ou bien des repas un peu type tartiflette, ce genre de choses. Et l'alcool, ça va être genre les fameux apéros, ça va être... Voilà, c'est pas récurrent, ça va être occasionnel. Voilà, c'est occasionnel. Et puis j'imagine que lorsque tu es invité à une soirée ou un vernissage, ce genre de choses, c'est... Peut-être ton verre de champagne, tu trempes un peu les lèvres, histoire de dire que tu as trempé, histoire de faire honneur à l'autre qui vous reçoit, mais tu vides pas ça va être juste le verre, de bouteille. Et puis voilà, c'est des choses bêtes, mais souvent, comme j'ai un peu mon planning de sport établi, je sais que le lendemain matin, si par exemple, donc un samedi soir, le dimanche matin, je vais toujours au sport, que je travaille ou pas. Du coup, je sais que le samedi soir, je vais mettre des barrières, parce que je sais que le lendemain, je dois m'entraîner et que... du coup, il faut pas que je sois dans l'abus et soit je bois pas et je peux rentrer un peu tard, c'est moins gênant, mais je veux dire, je vais toujours être un peu dans la retenue parce que je sais que le lendemain, je m'entraîne. Et toi, Amélie, c'est pareil ou... Pour l'alimentation, c'est à peu près pareil. Pour les verres d'alcool, j'en ai peut-être un peu plus par mois. Mais, pour 3 par mois, c'est ça ? Peut-être un peu plus. On va pas compter. Pour l'alimentation, moi, je fais attention la semaine. Je fais attention à ce que je mange. J'aime bien manger des bons produits. Je me fais plaisir, en fait, le week-end. Samedi, dimanche. Et encore, se faire plaisir, ça peut être juste un bon plat de pâtes ou un bon... mon verre de vin rouge. C'est des bons repas, en fait. Des bons repas... où je me dis pas qu'il faut que je fasse attention. Je pense que quand on se fait plaisir aussi, il faut savoir se faire plaisir pour qu'ensuite, après, le reste de la semaine soit plus facile. Moi, c'est ma routine, entre guillemets. Et après, pour l'alcool, c'est un peu plus délicat quand on a un peu plus d'apéro de prévu ou de soirée, etc. Ça, c'est toujours compliqué. Mais là où je te rejoins, c'est que quand on s'entraîne, en fait, on n'a pas envie de boire après. Et souvent, moi, je m'entraîne... alors, soit je m'entraîne entre midi et 2, mais ça m'arrive aussi de m'entraîner le soir.
Et ben en fait, quand je rentre, j'ai pas du tout envie de boire, ou j'ai pas du tout envie de faire un apéro après, parce que je viens de passer 2 heures à m'entraîner. Donc, ou alors pareil, quand le dimanche matin, je sais que j'ai un cours de crossfit ou un cours de body pump ou quoi, ou que je vais courir, bon bah je sais que j'ai pas envie de rentrer à 4h du matin complètement arrachée. Donc voilà, il y a aussi le sport qui permet d'avoir un mode de vie général plus... Je pense que ça développe une rigueur et où on a moins envie d'être dans l'excès et on est plus dans la motivation. En fait, ce que vous dites, ça rejoint un petit peu ce que j'essaie d'expliquer, mais ce qui me fait plaisir, c'est que ça vient de vous et pas de moi, dans le sens où il y a beaucoup de femmes, et puis même des hommes maintenant de plus en plus, qui sont là en mode « Ouais, mais toi, t'as de la chance. Ouais, mais toi, bon, toi, t'as pas de problème de poids. » Oui, mais en fait, si tu veux, là où ils ont du mal, c'est qu'ils sont tout le temps en train de dire « Oui, mais toi, t'as de la chance, t'es fine, regarde, t'as une génétique qui fait que... » Et puis là, en fait, ouais, il y a une génétique qui fait que, très bien, ok. Mais à un moment donné aussi, c'est que si on me présente, on va dire, du champagne, je vais pas, on va dire, finir la bouteille. Si, genre, se faire plaisir, c'est prendre un plat de pâtes par semaine, bon... Parce que moi, je peux vous raconter des histoires, les gens me disent « Oh non, je mange normal. » Et en fait, le plat de pâtes, c'est tous les jours. Tous les soirs, ça a un plat de pâtes. Le midi, ça va être, on va dire, des frites avec, je sais pas moi, une bavette, des burgers, des frites, des machins, des ceci, des cela. Puis on va dire, ouais, non mais bon, d'accord, mais moi en même temps, j'ai une morphologie qui fait que. Non. Et en fait, là, ce que vous expliquez, c'est, il y a une discipline, on s'entraîne, on fait attention à ce qu'on mange. Si on veut avoir les résultats qu'on veut, c'est sûr qu'il faut être rigoureux. C'est sûr qu'on peut pas nous dire juste... Enfin, en fait, ça serait trop frustrant de nous dire « Ah, mais toi, t'as de la chance, ça vient que comme ça, c'est la génétique. » Non, c'est du travail, c'est des frustrations parfois. On peut dire non à justement à certaines soirées ou à certains apéros, à certains excès, justement, pour avoir ce résultat-là. Ça serait un raccourci de dire que c'est une chance parce qu'on est né comme ça. Je pense qu'il faut être rigoureux et c'est pas évident tous les jours aussi, il faut pas se le cacher. Mais bon, c'est aussi ça, c'est aussi pour ça qu'on aime ça et qu'on a les résultats qu'on veut, même si c'est jamais parfait et ça sera jamais. Et ça aussi, il faut l'accepter. Ouais, parce que lorsqu'on regarde justement les évolutions, tu parlais d'IMC tout à l'heure, mais c'est vrai que si on prend le poids moyen de la femme française l'évolution du poids moyen de la femme française sur les 20 ou 30 dernières années, bon, elle a quand même pris quelques kilos, la femme française, c'est-à-dire que si avant elle était à 60, aujourd'hui elle peut être à 64 ou 65 de poids moyen. Et moi j'en suis persuadé que ça va avec le fait que les femmes font plus d'apéros, en fait se comportent plus comme des hommes au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus qui fument, il y en a de plus en plus qui font pas attention à ce qu'elles mangent, elles cuisinent pas. D'ailleurs une question, est-ce que vous cuisinez ou vous faites livrer ou... Ni l'un ni l'autre, je vais pas cuisiner, je prends pas le temps de cuisiner et puis j'aime pas prendre le temps pour ça, mais je vais manger des choses simples mais saines. Donc ça va pas être des plats tout faits et me faire livrer en permanence, mais oui, donc tu cuisines un minimum. Oui, le basique, on va dire. Oui, le basique, mais c'est-à-dire que tu maîtrises en fait les aliments qu'il y a dans ton assiette. Oui, dans ce cas-là, oui. C'est pas genre j'ai commandé puis je sais pas ce qui a été fait dedans, ou j'ai acheté des produits qui sont pleins de sucre, de sel, de conservateurs, mais donc malgré tout, si tu fais quand même tes courses. Oui, ça en revanche, oui. Voilà, tu fais tes courses et tu cuisines ce que toi tu achètes et justement sur les courses, c'est quoi le panier classique de courses que vous allez avoir ? Alors moi, c'est vrai que là, depuis peu, je me suis mise sur je commande mes courses. Mais du coup, j'ai une appli type produit du supermarché. Et après, j'ai une autre appli qui est issue d'un primeur. Donc du coup, là, je vais plus favoriser fruits et légumes. Et après, sinon, ça va être du basique quand même. Je vais rester sur beaucoup de féculents, des espèces d'escalopes végétariennes, voilà, des choses comme ça, assez simples. Mais voilà, ça va être primeur et supermarché. Ouais, d'accord, mais encore une fois, tu t'organises en amont pour être sûr de ne pas avoir n'importe quoi. Des cochonneries à portée de main, quoi. Non, c'est clair. Ou d'être un moment, d'avoir des fringales et te dire... J'ai toujours quand même un petit coin sucrerie, mais parce que c'est humain. Hein. Il y a des moments où on a envie de manger des bêtises, mais sinon après je vais faire attention en parallèle, oui.
Moi, c'est pareil, ça va être les basiques. Pas mal de légumes, j'essaye. Et les basiques aussi. Pas mal de féculents, etc. J'essaye de ne pas avoir le placard de sucré parce que je sais que sinon je craquerai. Mais je pense qu'on a tous nos craquages et nos... par exemple, moi, justement, ça va peut-être être plus d'alcool, plus d'apéro, plus de soirée. Dans la limite du raisonnable, mais quand même, oui, c'est humain on aussi, a tous aussi nos moments de craquage pour pouvoir justement tenir cette rigueur, sinon ça serait triste aussi. Donc, mais sinon, en termes de cours, je dirais les basiques aussi, tout en faisant attention. Par exemple, j'ai tendance parfois à comparer les marques pour me dire par exemple, moi j'adore le jus d'orange le matin, je vais comparer les jus en me disant lequel est un peu moins sucré. Parce que les Nutri-Score ne veulent parfois rien dire. Donc j'essaie de faire attention à ça. D'accord, donc malgré tout, vous avez, on va dire, vous êtes en fait des consommatrices assez, on va dire, proactives par rapport à ce que vous achetez. Vous vérifiez la qualité des produits. Vous allez comparer pour voir qu'est-ce qui est d'un point de vue diététique, nutrition, plus adapté, on va dire, plus correct et tout ça. Même si le prix aussi ça joue, faut pas se le cacher. Souvent les prix, les produits les plus sains, souvent, je dis pas tout le temps, mais sont aussi un peu chers. Donc forcément, faut jouer la balance. Mais je trouve ça important de comparer parce qu'on se rend compte que parfois les produits auxquels on ne s'attend pas sont les meilleurs. Donc je pense qu'il faut prendre le temps en tout cas parfois de se dire je vais quand même regarder ce qu'il y a à l'intérieur pour prendre sa décision. D'accord, merci pour ces réponses. Et avec vos mots, si vous avez, on va dire, des conseils à donner à des jeunes femmes ou des femmes un peu moins jeunes qui ont les mêmes objectifs que vous en termes de conditions physiques, d'esthétique, je ne sais pas, qu'est-ce que vous leur diriez? Que ça soit au niveau de l'entraînement, le type d'entraînement, comment organiser leur quotidien, leur alimentation, ce genre de choses. De ne pas se lancer seule. Clairement, je pense qu'il faut qu'elle soit entourée, que ce soit même faire des régimes. Le plus simple, c'est d'aller voir un médecin nutritionniste ou une diététicienne parce que, je veux dire, on peut s'engendrer des carences sans s'en rendre compte. Et idem, après, se mettre au sport, mais toujours être accompagné d'un coach ou d'être encadré et ne pas non plus se lancer parce qu'on les connaît, les personnes qui, du jour au lendemain, vont se dire allez, je prends mes baskets et je vais aller courir 10 km, mais après, qui vont plus rechausser leurs baskets parce que c'était trop d'un coup de se lancer sur du 10 km. Voilà, c'est vraiment en fait d'être accompagné, d'avoir les meilleurs conseils. Ouais, pareil. Si j'ai un conseil à donner aussi, c'est de ne pas commencer seul, de vraiment ne pas hésiter à dire en fait qu'on débute, qu'on a du mal, qu'on n'y arrive pas, qu'on veut des conseils, que voilà, c'est pas notre, qu'on sait pas tout simplement et qu'il y a aucun problème et qu'il y a des gens qui c'est leur métier, donc ne surtout pas hésiter. Et aussi peut-être, moi j'aurais bien aimé qu'on me dise de aussi être indulgent, que les résultats ça prend du temps, qu'il faut pas être trop perfectionniste. On a tendance à l'être quand on débute le sport, on veut tout de suite les résultats et on est frustré et souvent ça a l'effet inverse. C'est pas grave. C'est pas grave si parfois on est trop mince, si parfois on est trop musclé, si parfois on est trop rond. Il n'y a aucun souci, juste faut être indulgent envers soi-même parce que les autres ne le sont pas forcément. Alors si au moins nous on peut l'être, je pense que les résultats arrivent plus vite quand on l'est. Et puis ne pas se comparer à des personnes qu'on peut voir sur les réseaux ou qu'on peut voir même dans la salle finalement, parce que c'est des personnes, soit c'est leur métier, et dans ce cas-là, c'est normal qu'on ne puisse pas avoir les mêmes résultats que cette personne-là, et au contraire aussi des personnes dans la salle de sport, on ne sait pas, mais ça peut faire peut-être 15 ans en fait qu'elles y vont de manière régulière et que c'est normal au début de ne pas avoir ce même type de résultats, et voilà, comme tu dis, d'être indulgent et puis surtout, autant le dire dès le début, ça se fait pas en un claquement de doigts. Et quelqu'un qui va se réveiller au mois de mai parce que la personne part en vacances au mois de juillet et a besoin d'avoir un corps, un body summer au top. Non, c'est compliqué. Il faut prendre le temps et il faut dire que en s'inscrivant en mai et en commençant à venir de manière récurrente à la salle, ça sera pas pour l'été qui vient, mais l'été d'après. Voilà, faut juste que les personnes se rendent compte que ça se fait pas en un claquement de doigts. En fait, ce que vous dites, c'est plein de bon sens et de logique.
Et c'est vrai, mais en fait, même les coachs, on a exactement le même discours. Mais c'est vrai que lorsqu'on est confronté à certains types de personnes, et notamment chez les femmes qui ont des complexes, qui ont peut-être, on va dire, qui n'ont jamais fait de sport, qui ont qui ont plein de questions, c'est un petit peu difficile parce que c'est vrai que en plus, moi, je suis un homme, donc je vais leur donner des conseils. En plus, je suis un homme, je suis plutôt... Alors, calmez-vous. Hein, je suis un peu plus musclé que la moyenne et donc du coup je suis pas forcément le genre de physique auquel ils aspirent. C'est vrai que lorsque moi je vais leur apporter exactement le même discours, disons que j'ai du mal à obtenir une audience on va dire positive et on va dire la confiance quoi. Leur confiance je l'ai pas tout de suite parce qu'elles se disent ouais mais toi t'es un homme, t'y connais rien, voilà. Et c'est intéressant de voir que finalement nos discours se rejoignent sur à plein de niveaux et qu'au final on dit un petit peu la même chose, peut-être avec nos mots, vous avec les vôtres. Bon, moi généralement j'essaie de convaincre en donnant plus d'arguments scientifiques, plus méthodologiques, apporter beaucoup plus d'exemples parce qu'en fait je peux pas dire regarde-moi, voilà. Mais au final en fait le contenu est le même, sauf présenté de différentes manières. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très 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 compliqué, mais vraiment. Et ça l'était avant aussi, mais aujourd'hui, ça reste vraiment très très compliqué d'expliquer à de nombreuses femmes, jeunes femmes, ou voire des femmes qui ont, on va dire, 35-40 ans passés, qui ont eu des enfants et qui vont m'expliquer que, ouais, mais moi j'ai un travail, j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai plus 20 ans. Et en fait, ça, c'est je comprends bien, mais c'est des paramètres à prendre en conséquence, et il faut les intégrer. Et comme vous l'avez dit, ça demande 3, 4, 5 séances minimum par semaine. Ça demande de faire attention à tous les écarts. Les plaisirs, c'est vraiment de manière ponctuelle par-ci, par-là. Et voilà quoi. Oui, et puis même celles qui ont des complexes, en vrai, même quand on a quand on s'entraîne et qu'on arrive à avoir un peu le physique qu'on souhaite, je pense qu'on a toutes des complexes et qu'il faut aussi... dédramatiser ça. Il y en a beaucoup qui se disent qu'en faisant plus de sport, elles n'ont plus du tout de complexe. La perfection ne sera jamais là. Mais rien que le fait de faire du sport, ça va leur donner confiance. Elles vont avoir confiance en elles. Et déjà, ça sera un énorme pas. Et juste le fait d'aller à la salle, le pas, il est déjà franchi. Le fait de se motiver et d'y aller, après, on va dire, le cours est limite la partie la plus simple, entre guillemets. Mais le fait d'avoir cet instinct de se dire « Allez, c'est bon, je prends mes baskets, je me change et j'y vais ». Et puis la sensation à la fin d'une séance aussi, elle est... c'est clair. Oui. Après, il y a aussi un autre facteur, c'est que sur les 20-30 dernières années, j'ai l'impression que la condition des femmes, c'est beaucoup plus, on va dire, détériorée que celle des hommes, d'un point de vue moyen. Parce qu'en fait, avant, les hommes, ils avaient déjà des bureaux, des métiers assez sédentaires, dans le sens où ils travaillaient dans un bureau et tout ça. Les femmes, il n'y a encore pas si longtemps que ça, passaient beaucoup plus de temps à faire des tâches ménagères, à s'occuper des enfants. Maintenant, on voit que les femmes, notamment, on va dire les femmes dans Paris, Boulogne, Petite Couronne, dans les villes comme la nôtre, en fait, elles ont des enfants plus tard, et donc elles sont plus sédentaires, elles sont dans des bureaux, elles s'occupent moins des enfants, parce qu'elles les ont pas, tout ça. Il y a de plus en plus de femmes qui ont des enfants passés 30-35 ans. Et j'ai l'impression que ça aussi, ça joue énormément parce que du coup, il y a aussi le fait que quand tu es une femme qui a 30-35 ans et que tu te retrouves en compétition, entre guillemets, avec des femmes qui ont 20-25 ans, ça peut ramener encore plus de complexes. Et là, depuis tout à l'heure, on parle et je me rends compte que, le côté, on va dire justement, image de soi, acceptation, place, l'image de la femme et tout ça, mais il y a aussi l'aspect santé, en fait. Et beaucoup de femmes n'arrivent pas à comprendre qu'en fait, que la détérioration de la condition physique va s'accompagner. Alors, c'est pas directement lié, mais il y a de fortes chances aussi moi, je prends souvent l'exemple de l'ostéoporose. On sait que les femmes, une des corrélations avec l'ostéoporose, c'est, on va dire, le niveau de force et de masse musculaire qu'elles ont à 15, 16, 20 ans, quoi. Et donc, du coup, si elles ne s'entraînent pas, et du coup, elles risquent d'avoir des problèmes d'ostéoporose et de sarcopénie plus tôt. Alors qu'avant, lorsqu'elles étaient obligées de faire beaucoup de tâches ménagères, en fait, demandaient quand même de la force physique, de l'endurance, courir après les enfants, c'est pas facile tous les jours. Et alors que maintenant, vu que la plupart des femmes, jusqu'à 35 ans, ne le font pas,
Après, c'est un petit peu plus difficile et il y en a beaucoup qui ont pas, j'ai l'impression, qui n'ont pas conscience en fait de l'impact négatif que ça peut avoir sur leur santé. Donc, je ne sais pas si vous, c'est quelque chose qui vous motive à garder ou c'est simple. Enfin, j'ai posé la question au départ, mais je ne sais pas si l'aspect santé, en fait, vous y pensez ou... Il est important, on y pense, alors peut-être moins aujourd'hui, mais après on s'en rend compte à long terme. En général, c'est de toute façon quand on n'a plus la santé qu'on se rend compte que c'est important. Mais après, on le voit tout de suite quand on fait régulièrement du sport. Notre corps, il récupère beaucoup plus vite. Ça peut être après une opération, une anesthésie générale. En général, on se remet très rapidement, du coup, quand on fait régulièrement du sport. Ça peut être aussi un décalage horaire. Ça peut être beaucoup de choses... du quotidien entre guillemets, parce que je dis pas qu'on se fait opérer tous les jours et que on voyage non plus tous les jours. Quelle opération elle a pu faire. Non, mais du coup c'est dans le sens. Je sais qu'il y a beaucoup de facteurs et moi je vois toutes les personnes sportives autour de moi se remettre très facilement de certaines choses parce que le corps récupère très vite. Et je pense qu'après du coup aussi à long terme sur la santé ça se on voit quand même qu'en termes, je dis pas on a une meilleure espérance de vie, mais en tout cas, on aspire à ça, mais après on peut pas l'affirmer de manière définitive parce que c'est multifactoriel, quoi. Mais ça va être, on va pouvoir certainement, on le voit de toute façon, les sportifs un peu plus âgés, ils peuvent se permettre de faire plus de choses que quelqu'un qui a jamais fait de sport finalement. Et vous, dans votre entourage, vous avez beaucoup de femmes qui font du sport ou c'est... Ouais, moi j'ai mes amis qui font pas mal de sport. Ma meilleure amie, pareil, elle a le même rythme que moi, donc du coup on se motive, on fait des séances ensemble, etc. Je trouve ça important aussi d'être entouré de personnes qui font du sport. Après, il y en a où c'est pas du tout leur délire et je l'accepte à 100%. Mais c'est vrai que parfois, on se rend compte aussi, moi par exemple, j'avais souvent mal au dos, etc. J'ai encore, mais moins. Depuis que je fais du sport, notamment CrossFit, ça aide beaucoup aussi à maintenir une bonne posture, etc. Et je pense qu'en fait, les gens ne sont pas forcément au courant de tout l'impact direct que ça peut faire sur le corps. Et en fait, on a tendance à diaboliser un peu certains sports comme le CrossFit, à se dire que c'est un peu trop violent pour les femmes, ou que c'est un peu trop dur, ou que... alors que pas du tout. Même moi, quand je suis arrivée, je me suis dit peut-être que ça va être un peu trop hard pour moi ou quoi que ce soit. Alors que pas du tout. Il y a une grosse partie technique où on apprend justement comment bien faire les mouvements pour pas se faire mal, l'impact que tel mouvement va avoir sur telle partie du corps, etc. Et en fait, c'est tout en douceur. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ne s'en rendent pas compte et en fait, si on peut voir les résultats très rapidement. Tout en douceur, même en faisant un sport comme celui-ci. D'accord. Non, moi, ma question au départ, c'était vraiment sur le côté santé, mais tu sais, santé à long terme, c'est-à-dire, c'est en fait la dégradation de la santé, avec le vieillissement, qui est un petit peu inévitable pour tout le monde. Mais il y avait cette perspective-là d'essayer de ralentir ou de vieillir en meilleures conditions physiques, en gardant la qualité de vie plus longtemps. Non, mais je sais que chez les jeunes, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile parce que jusqu'à un certain âge, on a l'impression qu'on est invincible. Après, moi, je vois même les personnes entre guillemets un peu plus âgées que je peux fréquenter, il y en a qui font du sport, mais ou même dans mes amis, j'ai 2 écoles, j'en ai qui en font pas du tout et j'en ai qui en font beaucoup. Mais après, dans les personnes un peu plus âgées, que ce soit des personnes de ma famille ou autres, oui, mais c'est pas non plus des fanatiques de sport, donc Dieu merci, la santé ça va, mais c'est sûr que ça aide. Il faut rester actif de toute façon quoi qu'il arrive, sans forcément faire de la boxe, du crossfit, mais il faut être actif, ça c'est sûr. Et le problème c'est qu'aujourd'hui la société, le mode de vie qu'on a dans les villes comme Paris, en fait favorise pas l'activité, le mouvement, favorise beaucoup plus la sédentarité. Parce qu'avant les gens ils étaient, rien que le fait si on enlève les ascenseurs, déjà rien que ça changerait la donne énormément. Si on mettait tous les ascenseurs en mode hors service ou en panne, déjà rien que le fait de monter 2-3 fois par jour au 4e ou 5e étage, déjà rien que ça, les gens s'entraîneraient beaucoup plus que ce qu'ils font aujourd'hui. Le fait que tu parles... Le télétravail aussi, c'est beaucoup de facteurs où aujourd'hui maintenant...
Tu vois, toi, tu disais tout à l'heure que tu te fais livrer tes courses mais c'est pas pour ne pas être actif, mais c'est parce que ça te permet de gagner du temps. Exactement. Voilà. Mais c'est quand, d'une certaine manière, il y a un manque de temps qui fait qu'on est de plus en plus sédentaire. Et ce qui est intéressant, moi, ce que j'avais une fois, j'ai lu un article dans lequel il expliquait qu'aujourd'hui, en fait, on travaille beaucoup plus que fin 19e. Parce qu'à l'époque, les gens, ils allaient soit à l'usine, soit ils travaillaient dans les champs. Mais nous, en fait, aujourd'hui, c'était l'hiver, par exemple, sauf si tu as des animaux type bétail, des cochons à élever, des choses comme ça. Mais sinon, les gens, ils attendaient que ça pousse, quoi. Donc, ils restaient actifs, mais ils ne travaillaient pas. Mais alors que nous, en fait, tu as l'impression qu'on est, on est en position on de 6-7 heures du matin jusqu'à 21h, 22h le soir, à droite, à gauche et tout. Et donc, du coup, on manque de plus en plus de temps. Et on essaie de trouver du temps partout. Et du coup, à force de tout faire par les autres, on fait moins nous-mêmes. Et donc, du coup, c'est à double tranchant, quoi. Ouais, moi, c'est vrai que j'ai tendance à me faire livrer mes courses, hein, je m'en cache pas. Mais c'est pour justement parce que, comme en plus, moi, j'ai pas de week-end, du coup, mon métier fait que j'ai pas 2 jours consécutifs. Donc, en général, mon jour de repos, je vais toujours m'entraîner. Et après, avec tous les rendez-vous, l'intendance, le ménage, les machins, toutes ces choses-là, c'est vrai que si je peux me libérer le fait de me faire livrer les courses et me faire gagner un peu de temps, je vais le faire. Mais justement, ça va être parce qu'à côté, je préfère aller m'entraîner plutôt que d'aller au supermarché. Alors qu'il y en a, c'est parce qu'ils sont devant Netflix et qu'ils n'ont pas envie d'arrêter d'y aller, quoi. Donc après, les motivations, on aura toujours du cas par cas, quoi. Mais mais généralement, là, surtout depuis le confinement, moi, je me rends compte que les gens sont devenus... quand je dis les gens, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues très, très, très flemmards. Et d'ailleurs, j'ai des clients que je rencontre et ils me disent la flemme. Je te vois plus, qu'est-ce qui se passe? Ils me font la flemme. Mais vraiment, il y en a aujourd'hui, ils s'en cachent même plus. Ils me disent, c'est la flemme. Avant, ils me baratinaient un petit peu. Ouais, j'ai pas le temps. Là, ils m'ont dit. Et pourtant, c'est des gens qui habitent, l'immeuble d'en face. Hein. Ils ont juste à traverser la rue. Donc, c'est même pas une question de... Oui, c'est même pas une question de transport. Oui. Bon, au moins, ils sont honnêtes. Oui, non, ils sont honnêtes. Oui, mais ils sont honnêtes. C'est... il y a des gens où effectivement, faut se motiver. Moi, il y a des moments où ça m'embête, mon jour off, de me lever le matin, parfois même plus tôt que la semaine pour aller m'entraîner. Mais je l'ai intégré dans ma routine. Et le soir, combien de fois après le travail, je me dis j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Et clairement, je n'ai pas envie. Mais après, c'est ce qu'on disait, c'est que la sensation à la fin de l'entraînement, il n'y a pas aucune fois où on a regretté en fait finalement après l'entraînement. Faut juste en fait se motiver. Après, il y a aussi une chose qui est un peu, qui est importante à comprendre, c'est que en fait, les femmes, c'est important qu'elles soient en bonne santé parce que c'est les mamans des futurs enfants. Et aujourd'hui, et donc il y a par exemple un médecin, un médecin qui est à l'université de Californie, qui a expliqué qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont obèses très jeunes, mais quand on regarde, c'est aussi parce que les mamans, elles étaient obèses avant de tomber enceinte. Et donc la santé de la maman va avoir un impact sur la santé des enfants. Et donc si demain on a des enfants qui, déjà, on va dire, sont malades parce que, en fait, leur maman n'était pas en meilleure santé, que derrière ça, ils ont des problèmes de santé, ça va jouer sur leur développement psychologique, physique, tout ce qu'on veut. Et puis là, aujourd'hui, on parle de retraite. J'ai envie de dire, mais qui a payé les retraites si les enfants sont malades? Alors, je fais des raccourcis très rapides et peut-être on va me dire, tu racontes n'importe quoi. Mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire, c'est qu'en tant que société, ce qu'on a envie d'avoir aussi des enfants qui soient malades. Et donc, du coup, c'est vraiment très important que les mamans, non seulement sont en bonne santé, mais donnent aussi des bonnes habitudes de vie et éduquent, on va dire, leurs enfants à faire du sport, à faire attention à leur nutrition, apprendre un petit peu à faire des courses, apprennent à cuisiner un minimum, parce qu'en fait aujourd'hui, même si les femmes travaillent pratiquement autant que les hommes, l'éducation des enfants, c'est quand même une grosse partie de leur responsabilité malgré tout, parce que c'est vrai que nous, en tant qu'hommes, sur les 10 dernières années, ou les 20 dernières années, je pense pas qu'on a développé un instinct maternel très plus poussé que le vôtre. Il faudrait, mais c'est de la même manière qu'il faudrait beaucoup de choses. C'est pas des choses qui sont très développées chez beaucoup d'hommes, même si peut-être c'est en train de le devenir. Mais c'est vrai que l'instinct maternel. Donc L'instinct, oui. Après, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ont cette charge mentale,
dans leur vie perso qui fait que elles se sentent dépassées. Et il faut qu'elles arrivent à lier les deux. Et comme on dit, c'est une question aussi de priorité. Alors, tu peux pas prioriser ton enfant et le sport, c'est pas possible. Mais il faut l'inclure dans sa routine. C'est pas évident, mais c'est possible. Et le fait, comme tu fais, de communiquer, de rendre le sport accessible et d'en parler, je pense que ça peut aider. Après, il y a encore du travail, mais je pense que le fait d'en parler, le fait de, comme on disait, de proposer des cours collectifs, etc., et d'inclure les gens, le fait que ça soit pas juste va à la salle et débrouille-toi, le fait d'inclure les gens et de proposer des cours, etc., je pense que ça peut aider. Je l'ai déjà dit, moi à la base, je suis pas quelqu'un qui est attiré par, on va dire, les lumières des réseaux, ce genre de choses. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que tout ce que j'expliquais aux gens, en fait, je le répétais quasiment constamment. C'est-à-dire que le même message, j'étais obligé de le répéter à plein de personnes. Et donc aujourd'hui, je me dis, mais si je le dis face à caméra, peut-être que je vais réussir à toucher plus de personnes. Et je pense que vous avez compris aussi, on va dire, quel était l'objectif. La plupart des personnes qui arrivent, enfin qui interviennent sur ce podcast, ont compris que l'idée, c'est de combattre toutes les excuses que les gens peuvent se donner. C'est-à-dire qu'on me dit, ouais, je suis trop vieux. Très bien, va voir Franck, va voir Giovanni, va voir par exemple Nia qui a 2 enfants, qui travaille qui est responsable marketing ou genre produit dans une société assez importante, qui vient s'entraîner, qui avant je le faisais pas mais maintenant vient. Après on me dit ouais mais tu sais moi je peux pas, là je suis au début de ma carrière, je pose beaucoup, j'ai un nouveau taf. On a Maxime Drillon, on a comment elle s'appelle, Anne Richard qui était donc des commerciaux, ils ont 30-35 ans, qui ont réussi à perdre 10-15 kilos en se mettant au sport. On a les coachs qui, pareil, m'ont confirmé qu'ils disaient tout le temps la même chose aux gens, parce qu'en fait, on se rend compte qu'une grosse partie des personnes ont les mêmes peurs, les mêmes frustrations. Oui. Ensuite, on a les médecins. Donc, on a eu les médecins, on a eu des spécialistes de tout ce qui était, on va dire, l'appareil locomoteur, qui t'expliquent que, si tu fais rien, en fait, tu vas te dégrader. Donc, c'est important de rester motivé. Ensuite, on a les spécialistes, on va dire, la physiologie. On avait un infirmier, chirurgien cardiaque, qui te dit, à l'intérieur aussi. C'est pareil, c'est pas que l'extérieur, là, les muscles, les os et tout ça, même à l'intérieur, ton cœur, tes poumons, ton système hormonal, si tu fais rien, machin, ceci. Aujourd'hui, vous intervenez. Après, j'ai pareil, là, normalement, si tout se passe bien, je devrais avoir d'autres personnes qui vont intervenir sur des sujets. Et l'idée, c'est de dire, c'est quelle est ton excuse aujourd'hui ? T'es trop vieux ? Fausse excuse. Tu bosses beaucoup ? Fausse excuse. T'es une femme, tu veux pas, parce que t'as tes objectifs. Non, mais moi, j'ai d'autres objectifs. Ouais, fausse excuse. Ouais, mon médecin il m'a dit que non, on a expliqué que beaucoup de médecins se protègent parce qu'ils savent pas quel type de sport tu vas faire dans quel cas. Donc ça aussi c'est une fausse excuse. Donc à un moment donné, c'est une fois qu'on a épuisé toutes les excuses, tu vas me dire ouais c'est trop loin. Des salles de sport il y en a partout, t'es pas obligé de venir chez Gavroche. Le prix, même si tu viens chez nous, tu vas dire ouais mais c'est être accompagné. Ouais, aujourd'hui on est accompagné chez Gavroche pour 12 € par mois. 12 € par séance. Je peux pas faire moins cher, quoi. Je veux dire, c'est le prix d'une pinte dans un quartier un peu chic de Paris. Mais c'est sûr. Mais d'un paquet de cigarettes. Tu vois, voilà. Mais donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quelle est ton excuse pour pas faire de sport, quoi. On t'a expliqué que c'est bon pour la santé, que peu importe, et vous l'avez dit, vous organisez. Vous organisez pour votre entraînement, vous organisez pour votre alimentation, et vous faites attention justement à pas abuser des plaisirs comme les gens ils ont envie de le dire, quoi. Donc l'idée c'est ça, c'est de le dire, de pouvoir dire aux gens, regardez, il y a d'autres personnes comme vous, il y a des personnes qui peut-être sont comme vous, mais aussi il y a peut-être des personnes, je sais que beaucoup de femmes en fait rêveraient d'avoir votre type de physique, même si toi tu dis que vous avez des complexes, il y a plein de femmes, c'est le genre de physique auquel elles aspirent, et c'est de leur dire, en gros une sorte de mode d'emploi. Donc maintenant on fait quoi ? On pourra pas, alors il y en a qui vont me dire, oui mais moi j'ai pas eu la chance d'avoir leur génétique, très bien, mais malgré leur génétique, c'est du travail au quotidien, quoi. Donc t'as pas la génétique, il faut que tu bosses 2 fois plus. C'est malheureux, c'est injuste, mais c'est comme ça. Donc en gros, c'est quoi l'excuse en fait au final ? Parce que on va me dire, ah mais Gab, tu t'en fiches de tout ça, c'est pas ton problème. Ouais, si, ça le devient. Ça le devient lorsque tu vois en fait le coût, on va dire des maladies, on va dire dites non transmissibles, qui sont la conséquence de l'obésité, de la sédentarité, de toutes ces choses-là. En fait, elles nous impactent tous.
Tu vois, lorsqu'on me dit qu'on n'a pas d'argent pour les hôpitaux, qu'on n'a pas d'argent pour les les écoles, quand on nous dit qu'on n'a pas ceci, cela, tu dis mais en fait ouais, mais en fait si les gens faisaient attention. Là récemment j'ai lu un article que les gens qui étaient obèses, ça leur coûtait 1 300 € à l'année en fait. Le fait d'être obèse, ça impliquait on va dire des dépenses supplémentaires de l'ordre de 100 € par mois. Donc quand les gens ils me disent ouais mais en fait ça coûte cher, mais en fait si demain tu perds 20 ou 30 kilos, ça se trouve tu vas peut-être économiser 100 €, donc au final t'es flat. Donc aujourd'hui tu le dépenses dans d'autres choses, dans des médicaments, dans des consultations, dans je sais pas quoi, des jours d'arrêt de travail, des choses comme ça. Donc au final, en fait non, c'est pas cher. T'as envie d'y aller tout seul, ouais, mais t'y arrives pas en fait. Donc aujourd'hui il y a besoin, comme vous avez dit tout à l'heure, d'être accompagné. C'est ça. Pour moi c'est le plus important, c'est vraiment de ne pas hésiter à admettre qu'on n'y connaît rien et qu'on a du mal et qu'on veut, mais qu'on ne sait pas comment faire. Et je pense que tout est dans ton métier et que vous êtes là pour ça et qu'il ne faut pas avoir de honte et qu'il faut bien commencer quelque part. Ok. Un mot pour conclure, parce que sinon moi je peux en parler pendant 3 jours. Toi tu as besoin d'aller récupérer de ton semi-marathon. Hein, tu as besoin de dormir. Ouais. Je reprends le travail demain. Voilà. Non, mais voilà où il faut rien lâcher. Tout est une question de motivation. Je comprends qu'il y ait des freins, des contraintes de planning, des mamans avec enfants ou des papas aussi avec enfants. Mais voilà, c'est une question d'organisation, de motivation et en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'obtient pas en fait des résultats en un claquement de doigts et c'est un suivi régulier et voilà, faut de la rigueur, de la motivation et s'adapter. Ouais, moi je dirais juste pour terminer, à la lueur de tout ce qu'on vient de dire, c'est que la beauté, la féminité, même ça en fait c'est pas gratuit quoi. Il faut le travailler au quotidien et ça demande de l'engagement, de la discipline et du travail quoi. Voilà. Merci beaucoup d'être intervenu. Merci. Voilà, j'espère que ça motivera des personnes et peut-être que ça va en décomplexer d'autres. C'est le but. Voilà, merci. Et puis je vous dis à bientôt à l'entraînement alors. À Carrément. bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà.